Welcome back, everyone. Alors nous allons reprendre. Nous attendons que tout le monde regagne ses sièges. Nous allons, pour cette deuxième table ronde, regarder la construction de l'identité artistique de l'auteur Rhys au renouvellement des écritures. Je demande à Delphine Lanceau, Claudio Stellato, Antonia Kosmanic, je vous invite à me rejoindre autour de cette table ronde et aussi Agathe Dumont, notre modératrice. Merci par avance pour vos contributions. Okay, so welcome back everyone. Bienvenue, cette table ronde va se dérouler en anglais. Parfois on pourra passer au français. Nous avons des interprètes au fond de la salle qui peuvent traduire dans les deux langues, mais aussi d'autres langues comme l'italien, le catalan, pourquoi pas. Ce que vous désirez. Donc je suis ravie d'entamer cette discussion avec trois merveilleux artistes et bien entendu nous allons parler de vos différents rôles en tant que pédagogue, programmateur, Rhys, de festival mais aussi mentor. On va parler de travail artistique mais aussi de pédagogie, comment nous travaillons de manière générale. Nous allons aussi essayer de parler de nouveaux questionnements sur notre responsabilité en tant qu'artiste, l'idée de déplacer les frontières, de bouger les lignes, comment nous prenons soin de nos trajectoires artistiques, ce qui soulève des questions sur la formation, mais aussi sur nos origines et comment ces influences agissent sur notre travail. Tous ces questionnements et aussi le contexte de ce travail, ce que j'appelle la constellation, nos origines et comment développer de nouvelles écritures. Il y a aussi la question de l'apprentissage, comment apprendre et désapprendre pour construire quelque chose de différent. Et en guise d'introduction, je souhaitais partager avec vous un texte court qui ne vient pas du monde du cirque, mais je pense que c'est très pertinent pour cette table ronde. Cela vient du secteur des arts visuels, secteur dans lequel j'enseigne. C'est pour ça que j'aime partager ces pratiques. Cela vient d'un livre qui s'appelle Motifs incertains. C'est un ouvrage collectif de Micro-Sillon qui est très engagé. C'est un collectif suisse, qui était responsable du master trans à l'école des Beaux-Arts à Genève en Suisse. Et je vais vous le lire à la fois en anglais et puis en français. En français. Donc ça commence par une citation d'Anne Snito. « L'incertitude est notre meilleur aiguillon à la fois pour agir et pour imaginer un futur. Nous vivons une période d'incertitudes multiples et comme l'a remarqué Edgar Morin en pensant au savoir nécessaire à l'éducation du futur, si on croyait avant le XXe siècle à un avenir soit répétitif, soit progressif, nous avons à présent découvert la perte du futur, c'est-à-dire son imprédictabilité. Pour Derrida, nous sommes dans le temps du peut-être et nous devons laisser venir l'événement digne de ce nom, quelque chose qui s'annonçait comme impossible et qui est irrépétable. De cette situation découle... ça j'avais coupé en anglais, donc je le coupe en français. Ainsi, le surgissement d'inédit possible, c'est-à-dire donc pour Frère, donc penseur et pédagogue, Paul Frère, des actions auparavant inimaginables qui pourront être réalisées et rendues concevables. Les motifs dans leur forme comme dans leur répétition deviennent alors incertains. Cette approche dialogique donc, de la pédagogie et de l'art demande à l'enseignant comme à l'artiste de développer un certain état d'esprit d'ignorance, de se mettre dans une certaine position de vulnérabilité. So this is for our introduction. Voilà pour une brève introduction, ce qui est possible, impossible, l'incertitude.
On va aborder toutes ces questions. On va aussi parler de votre travail, vos débuts. Pour démarrer cette discussion, je voulais partager une vidéo courte qui va s'afficher. Peut-être quelques mots d'introduction ou après. Très bien. This one. Nou, dat was het dan. Nee, zo ziet het dus. Als je natuurlijk met de zon hebt, als er een wolk is, dan maakt zo'n wolk zijn eigen schaduwen. Waardoor het een zeer prachtige, plastische, echte wolk wordt. Dat is super, super gaaf. So perhaps you could tell us what. Alors peut-être que vous pouvez nous parler de cette vidéo, d'où viennent ces images, et peut-être aussi comment elles sont associées à notre conversation. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. Cet artiste, c'est un plasticien qui s'appelle Bernard Smelt, très difficile à prononcer. Bernard Smelt. Et nous n'avons pas vu le début de cette vidéo. Il documente des œuvres qu'il a réalisées dans différents espaces. Il s'agit de créer des nuages dans des espaces intérieurs. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Eh bien, et pourquoi pas... Pourquoi cette vidéo et pas les photographies qui sont issues de ces œuvres? Il fait vraiment des images très belles de ces installations. Ce sont des images fixes de ces installations. Mais moi, je voulais vous montrer la vidéo parce que la fabrication de ce nuage, c'est quelque chose de merveilleux et d'unique également. Et c'est lié à beaucoup de choses que vous avez soulevées. Comment rendre possible l'impossible. Et d'une certaine façon, tout ce que j'ai vu dans le cirque, et de nombreux artistes essayent à leur propre manière qu'il s'agisse d'une relation spécifique avec leur sujet. Il y a quelque chose qui est de l'ordre des frontières que l'on souhaite étendre, de ces lignes que l'on veut faire bouger. Et on peut penser à l'écriture de ce moment que nous venons de voir. Qu'est-ce qui en fait une écriture spécifique? Ce n'est pas le nuage en lui-même parce que sa forme va évoluer. Donc je souhaitais ouvrir cette discussion avec cette vidéo. Merci beaucoup. Je pense que ça synthétise bien ce dont nous allons parler. On peut peut-être commencer avec l'idée d'un dialogue entre différents espaces. Ici, il s'agit d'un dialogue entre deux espaces qui n'étaient pas supposés se rencontrer. On parle de cirque, bien entendu, mais peut-être dans vos pratiques personnelles, comment vous explorez différentes frontières, limites, qu'il s'agisse des arts visuels, différents supports que vous explorez, et comment dans vos pratiques artistiques, vous mettez en lien toutes ces pratiques. Est-ce qu'on peut s'éloigner du cirque? De quelle façon? Comment réduire le cirque à une identité fixe? Ou peut-on explorer, devons-nous aussi explorer cette idée de frontières mouvantes? Est-ce que quelqu'un peut-être veut entamer cette discussion? Antonia, on va commencer avec Antonia. Eh bien, je peux dire ceci. Une des expériences récentes les plus intéressantes liées à cette idée du cirque et de l'inspiration, de trouver de l'inspiration ailleurs, dans d'autres domaines. C'est un projet récent,
projet de création européen que nous avons terminé en juin. Et ce projet, avec le coordinateur du projet, nous souhaitions faire venir des artistes du cirque et les faire travailler avec d'autres domaines, d'autres disciplines. Il s'agissait du travail physique et de la manufacture. Et donc nous avons exploré différentes industries, la production du champagne dans la région du Champagne notamment. Au Portugal, il s'agissait de la production du bacalhau, ce poisson salé. Au Danemark, c'était la construction navale. Et en Croatie, il s'agissait de la production de sel. Et on peut vous montrer une vidéo, mais peut-être que je vais expliquer rapidement ce que nous avons fait. Il s'agissait d'une résidence d'une quinzaine de jours. On a travaillé tous ensemble avec les marais situés dans le sud. C'est des sortes de friches, mais pas vraiment des friches parce qu'il y a différentes espèces de plantes, de faune et de flore. Mais on y produit du sel. Ce sont des marais salants. Et on a réalisé différentes expériences, comment ces travailleurs, travailleuses qui ne connaissent rien au cirque vont travailler avec deux circassiennes et qu'est-ce qui va advenir de cette collaboration quelque part. Et c'est très important de souligner que ce projet doit permettre à l'artiste d'expérimenter quelque chose d'entièrement nouveau qui ne fait pas partie de la trajectoire circassienne classique et comment cette expérience peut être retenue, faire sens dans leur langage artistique. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un produit au terme de cette expérience, mais de vraiment se concentrer sur l'expérience et de partager ces expériences avec le public. Peut-être on peut montrer la vidéo et ensuite vous pourrez parler de l'expérience de ce projet plus en détail. Well, thank you for... Merci pour cette vidéo qui soulève quelques questions, des questions sur le processus de création, comment en changeant d'espace on change nos modes, nos façons de travailler. Aussi le fait de ne pas avoir un produit, c'est un processus de recherche et aussi
changer la relation par rapport au travail et au public qui vont recevoir un travail en particulier. Peut-être Delphine, tu peux commencer. Dans ce projet, j'étais accompagnatrice, mentor. Nous avons accompagné 8 artistes. C'était un travail de recherche sur le geste artistique et l'écologie également. Donc il y avait ces thématiques qui ont traversé tout ce processus de création. Il s'agissait d'un processus sur 2 ans. Tout le monde s'est réuni brièvement au départ et il y a eu des résidences un peu plus longues. Je vous donne un peu de contexte parce que c'est important. Tout dépend du temps dont on dispose et c'est très intéressant ici. Les images, alors je n'avais pas encore vu cette vidéo, c'est sympa de le voir. Et aussi en Croatie, avec Perrine, qu'on voit beaucoup, elle s'est vraiment plongée dans ce travail autour des marais salants. Et l'idée que j'aime explorer, c'est le droit de se tromper. Les artistes savent qu'ils doivent montrer ce travail dans les festivals. Et souvent, ils ont exprimé le besoin de disposer de temps, de ralentir. Et c'est le nom de cette pièce. D'ailleurs, ça s'appelle Slow Down, donc ralentir. Et dans cette production artistique, comme dans d'autres productions artistiques, il y a cette idée que ça va trop vite. Et c'est de cette manière, en ralentissant, que cet artiste a réussi à travailler dans le cadre de ce projet. C'est important de voir aussi dans un avenir proche comment elle va incarner cette expérience de manière physique. Ces recherches sont vraiment indispensables, me semble-t-il. Elles ne sont pas faciles à financer. Ce n'est pas facile de prendre le temps. Et je pense que c'est un temps, néanmoins, que nous devons prendre pour questionner ce travail de création. Pourquoi nous réalisons ces œuvres? Oui, l'aspect du long terme est très important. Et Claudio, peut-être que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet. Ce que je peux dire rapidement... Peut-être qu'Antonia pourra expliquer encore plus en détail. Je pense que c'est sur l'interaction entre l'artiste et les interprètes. Comment cela change le travail artistique également? C'est difficile à expliquer parce que c'est une expérience qu'il faut vraiment vivre pour le constater par soi-même. C'est une toute petite équipe uniquement d'hommes, 5, plus donc le metteur en scène. Et ils étaient vraiment étonnés qu'on soit venu à 6 heures du matin. On est venu pour faire le travail physique de nettoyer en fait toute la boue. Donc ils étaient vraiment très étonnés et trouvaient que c'était trop poli pour des artistes de cirque et ils ont dit, mais vous allez vous salir. Et puis, bon, au bout de 10 minutes, ils nous ont dit, bon, d'accord, allez-y, vous pouvez le faire, amenez ça là-bas, etc. Donc, très rapidement, on a compris, et ils ont compris, que nous étions des collègues, nous allions être des collègues pendant quelques jours. Et c'est vraiment une expérience de type social, parce qu'on parlait en croate avec eux, et moi je traduisais, certains d'entre eux s'exprimaient en anglais, et parlaient en anglais aux artistes. Et pour moi, c'est vraiment en fait une expérience, un voyage au cours duquel il fallait s'ouvrir les uns aux autres. Alors, boire de la bière à 10 heures du matin, ça aussi, ça... faciliter en fait la communication, et on parlait des problèmes avec nos enfants, ils parlaient des problèmes avec leur famille, les problèmes politiques. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour moi que de me rappeler que
qu'ils ne sont pas mon public, mais que ce serait formidable de les avoir au sein du public. Et dans le rôle de producteur, de vraiment nourrir ce moment d'expérience pour les artistes et aussi alimenter ce moment de risque, d'exploration et essayer de tenter quelque chose de nouveau, d'inédit et d'avoir le financement pour le faire sans avoir l'obligation d'un produit fini, d'un résultat, une obligation de résultat. Et je travaille toujours en Croatie et dans l'ex-Yougoslavie et d'avoir plus d'opportunités de créer cette expérience parce que nous avons moins de financement, mais parce que le financement est si restreint, eh bien, ça nous donne plus de liberté d'une certaine manière. Donc, c'était vraiment, en fait, un rappel de la nécessité de désapprendre quelque chose ou de donner de nouvelles formes de pratique et d'inspiration pour les artistes. Bon, boire de la bière, ça a toujours été important dans le processus artistique. Bon, mais on va poursuivre. Ça me fait penser à un livre par un journaliste qui a publié au cours vers la fin des années 60 et au début des années 70 aux États-Unis, et ça a été traduit plus récemment en France. Et c'est intéressant parce que c'était différentes personnes qui parlent de leur travail, un réceptionniste, un médecin. Il n'y avait pas d'artistes dans le lot, donc différents types d'emplois. Et les gens qui parlaient de leur travail, mais dans beaucoup de ces témoignages, en fait, on parle de travail artistique, en fait. On peut voir à quel point, eh bien, en fait, cette relation au travail, ce rapport au travail est complexe. On peut voir comment des systèmes peuvent changer la manière dont nous travaillons et les résultats artistiques qui peuvent en découler. Mais il y a aussi la manière dont nous travaillons, les règles que nous fixons, que nous nous donnons pour travailler. Et je pense que Delphine et Antonia ont peut-être quelque chose à dire là-dessus. Quand nous changeons les règles de la manière dont nous organisons le travail au cours d'une résidence artistique ou du travail du processus artistique. C'est très intéressant de voir comment cela transparaît sur scène ensuite, qu'il y ait des résultats sur scène à la fin ou pas, mais quelles sont les conditions, les outils peuvent permettre un déplacement dans notre pratique artistique également, parce qu'en tant qu'artistes, nous décidons de changer l'organisation du travail ou comment nous établissons un rapport à notre travail. Oui. J'étais à un moment de ma vie où je ne savais pas comment changer ou changer en fait ce qui ressortirait comme résultat artistique. Je n'avais pas de très bonnes idées pour constituer des dossiers, etc. Et je me suis dit que peut-être il fallait que je change le processus et pas les idées. Peut-être que ce n'était pas sur les concepts qu'il fallait que je travaille, mais plutôt sur le processus. Et à ce moment-là, j'ai essayé de travailler la manière dont en fait, je répartissais mon temps au studio avec mes collègues, les règles, le fait que peut-être il me fallait être l'animateur pendant la journée. Donc, détruire un petit peu toutes ces règles. Et je pensais que si je changeais à la manière dont j'utilise mon temps, peut-être que les résultats changeraient automatiquement. Et donc, on a essayé, je ne sais pas si c'était véritablement novateur, mais on a essayé certaines choses dans la manière dont nous travaillions. Nous étions ensemble, alors peut-être on ne se voyait pas pendant toute une semaine, mais on était sur le même lieu, donc on pouvait travailler un peu partout. Et quand quelqu'un voulait faire appel à nous dans cet espace à la fin de la semaine ou la semaine suivante, on avait cette possibilité de ne rien faire aussi. Alors bien sûr, si vous travaillez de cette manière, il faut beaucoup de temps parce que le rien plus du rien, eh bien, c'est encore du rien. Donc,
C'est une expérimentation. Je ne peux pas vous dire quel sera le résultat. C'est encore en cours. Nous verrons bien. Et je me demandais aussi, qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Si je change la manière dont j'utilise mon temps libre, peut-être que je changerai en tant qu'être humain. Oh là là, projet ambitieux. Oui. Et pour ces raisons, eh bien, j'ai essayé d'appliquer ces règles dans ce que je fais dans ma vie pour détruire ce que nous apprenons des autres chorégraphes, de la manière dont il faut travailler, ceci et cela, toute cette histoire. Vous savez, on crée une sorte de routine, même si vous ne le souhaitez pas, malgré vous. Et en détruisant cette routine, et en ce qui concerne les espaces et l'utilisation qu'on en fait, c'est important aussi. Cette idée, dans le passé, quand ça me lassait de travailler à l'intérieur, j'essayais de travailler dans un environnement naturel, parce que la scénographie change beaucoup, bien sûr. Quand j'en avais assez de l'extérieur, j'essayais de travailler avec, par exemple, des ouvriers, parce que l'endroit où je travaille, le lieu où je travaille change ma manière de penser. Par exemple, des murs noirs, ce n'est pas très riche en sources d'inspiration. Mais parfois, on en a besoin de ces murs noirs ou des endroits de ce type. C'est vrai que si vous prenez quelque chose qui fonctionne à l'extérieur et vous l'amenez à l'intérieur, et vous ne changez rien, c'est la même chose, mais en fait, ça devient de l'art. Ce matin, j'étais dans le métro à Paris, je venais ici et j'ai vu vraiment de super trucs. Et vous pouvez le prendre tel que c'est, vous le mettez ici et ce serait de l'art en fait. Et ce serait assez impressionnant comme œuvre artistique. Il n'y a pas besoin de retravailler, vous pouvez le copier. Donc ce que vous voyez dans le métro à Paris, voilà. Je pense que peut-être Delphine, vous pourriez partager avec nous les différentes manières dont vous travaillez avec différents cirques ou hors du cirque. Peut-être l'idée de faire l'expérience du cirque en travaillant sur différents médias, avec différentes méthodes de travail. Oui, je crois que ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste en termes d'attitude par rapport à ce que Claudio disait. Je pense que ce que j'essaie de faire dans ma vie, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de continuer à penser comme une novice. Donc, me mettre dans une certaine situation d'inconfort, pas d'une manière sadique, mais pour pouvoir rencontrer de nouveaux risques. Et je crois que c'est pour ça que je suis tombée dans le milieu du cirque, parce que cette idée de risque et me renouveler ainsi, j'ai trouvé ça vivant. Et alors, on ne trouve pas toujours dans le cirque. Parfois, le cirque peut être très conventionnel. C'est pour ça que parfois, j'essaie d'être un peu en porte-à-faux avec le cirque et je voyage. J'ai essayé de devenir danseuse à 45 ans et ensuite, je suis revenue au cirque. Et après, je travaillerai avec un funambule, ce que j'ai fait avec Olivier de Bérois. Et donc, je me mets en risque et je me mets en danger en quelque sorte et travailler sur le fait d'être un animal. Alors, je vous dis beaucoup de choses très variées, mais ça fait partie de ma vie en tant qu'interprète et en tant que créatrice. J'essaie toujours de faire en sorte que mon regard soit renouvelé. Et il y a un mot que j'aime beaucoup en français, je ne sais pas si c'est le même en anglais, perlaboration, qui d'une certaine manière est à la fois similaire et différent de ce que vous disiez, Claudio. C'est travailler autour. Parfois, on essaie de travailler sur la chose elle-même et on n'y arrive pas. On se retrouve au pied d'un mur et on oublie après. Et on arrive avec un regard neuf sur ce que l'on fait et on ne sait pas ce qui va se passer et quelque chose se produit. Et donc,
Par exemple, ça peut être de travailler avec de la peinture ou de l'aquarelle ou aller faire une balade ou rencontrer des ouvriers, discuter avec quelqu'un dans le métro. Ça peut prendre différentes formes. Et comment faire en sorte que cela devienne quelque chose que vous avez envie de partager? Alors, on parlera du partage et du public aussi, parce que je pense que c'est très important comme idée. Comment partager cela avec un public? Parce qu'on ne fait pas de l'art pour soi-même, on a besoin de le partager. Oui, alors bien sûr, on en viendra à cette question de eh bien, donner de la visibilité à ce que l'on fait, parce que c'est bien sûr le but de la création d'une forme artistique. Vous avez parlé de la manière dont on peut travailler autour, perlaboration. Je pense que cette image est intéressante. On a parlé aussi avec Antonia de la manière dont on peut parfois avoir une expérimentation assez radicale, mais comment c'est accompagné par l'écosystème, le monde extérieur ou non? Est-ce que ça devrait être le cas? C'est une tension entre est-ce que sommes-nous dans une forme d'expérimentation un peu alternative, la manière dont on travaille, dont on crée, dont on partage, ou on a dit avec Antonia, il y a une différence entre devenir un peu institutionnalisé quand on est dans une approche plus expérimentale et avoir une forme d'accompagnement qui suit de nouvelles règles qu'on essaie de construire. Je ne sais pas si vous voulez réagir parce que vous avez un rôle en tant qu'artiste, mais aussi en tant que programmatrice. Vous êtes aussi membre d'un jury, donc parfois vous accompagnez le travail des artistes. En préparant cette réunion, je pensais que, en venant de cette région du monde qui est à la périphérie du cirque des Balkans, l'Est de l'Europe, le Sud-Est de l'Europe, c'est parler d'autres collaborateurs à Belgrade ou autres. Le point de départ, c'est de créer une utopie pour les circassiens et ils essaient de trouver ce qui est possible dans le cadre qui s'impose à nous dans cette région du monde. Comment nous pouvons être très souples avec le financement que nous obtenons et vraiment accompagner des artistes. Leur donner suffisamment de liberté pour faire ce qu'ils souhaitent faire, mais aussi nous assurer qu'on ne perd pas le financement parce que nous sommes le pilier qui permet le développement du cirque dans cette région du monde. Mais je crois vraiment que ces deux organisations ont cette règle de base qui est une règle tacite, complètement implicite entre nous, c'est d'avoir cette approche utopique qui permette aux artistes circassiens de travailler et d'explorer d'explorer la raison pour laquelle ils sont des artistes circassiens. Et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. C'est formidable d'avoir un financement, mais je pense que parfois, quand on a des financements substantiels, il y a un risque de devenir institutionnalisé et de perdre cette liberté. Je peux donner un exemple de MyLikia. Ils étaient lauréats en 2010 de Circus Next. Et pour moi, il y a une compagnie très connue en France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ils ont réussi vraiment à préserver cet univers punk assez provocateur et assez radical, mais tout en vivant de leur pratique circassienne. Et à chaque fois que je les vois, c'est le même thème. Au cœur de la compagnie, il y a en fait la même chose. Je vois la relation entre eux et combien ils arrivent à grandir, à se développer. Et à chaque fois que je les vois, je suis émerveillée de voir ce qu'ils peuvent apporter au plateau. Et c'est vraiment un exemple pour moi de la manière dont vous pouvez être alternatif tout en restant dans le jeu. Mais vous avez parlé du fait de
de la difficulté, Claudio, à être hors d'un format, parce que être hors d'un format, il faut beaucoup de force et plus d'implication personnelle, plus de temps, plus d'espace. C'est pas facile d'être dans ces espaces. Alors, je suis d'accord avec Antonia. Bon, bah, je peux m'en aller alors. Bah, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que... Est-ce que ce qu'on dit, c'est que quand on a moins d'argent, on a plus de liberté, mais on pourrait dire aussi plus de liberté, plus d'argent, pas plus de liberté, mais plus de recherche. Mais en fait, vous voulez en fait de l'argent et la recherche ce jour-là. Pas, vous voulez plus de résultats le jour où vous avez décidé que vous vouliez le produit fini quand vous m'avez accordé ce financement. Et donc, il faut respecter ces dates butoirs et vous ne serez pas forcément prêt quand on attend de vous que vous soyez prêt. Le moins vous avez d'argent, plus vous devez souffrir. Non, c'est vrai. Il faut être prêt à monter votre chapiteau, travailler sans être payé, transporter le chapiteau. Mais c'est vrai que la liberté, cette liberté que vous chérissez, eh bien, ça vous oblige à travailler sans être rémunéré bien souvent. Mais c'est vrai qu'en recherche, en médecine, il y a de l'argent pour financer cette recherche parce qu'on attend des résultats de ces travaux. Alors, est-ce que nous avons les mêmes types de financement que les laboratoires pharmaceutiques ou Coca-Cola quand là, l'argent, il afflue. Alors, bien qu'on ait peu de financement, on essaie quand même de faire des choses, mais c'est... En fait, la recherche pure, elle se fait beaucoup dans notre temps libre. Et ça, c'est assez sélectif parce qu'il y a des gens qui ont la force de persévérer et d'autres pas, qui se disent « ben non, je ne devrais pas avoir à faire ça ». Et vous avez aussi dit, si je veux, par exemple, travailler sur une pièce dans une forêt, eh bien, ça va me demander toute une organisation. Ce déplacement n'est pas assez soutenu par les institutions. Au cours des 2 dernières années, j'ai travaillé avec des écoles et les jeunes me disent beaucoup de choses. Ils veulent en fait se produire dans des lieux inattendus. Ils veulent détruire en fait les règles de représentation habituelles. Ils veulent par exemple aller sur des sites industriels. Mais les organisations qui les accueillent ne sont pas prêtes à mettre tout l'argent qui est nécessaire pour transformer cet endroit en un lieu sûr pour un public. Alors bien sûr, ils ne savent pas que faire les choses différemment, de manière inhabituelle, peut coûter beaucoup d'argent. Mais si vous consacrez beaucoup de votre temps libre et si vous êtes prêt à être là à la place du technicien de la salle et construire tout par vous-même, eh bien, vous finirez par le faire. C'est une réalité. On peut détruire les formats, mais en fait, au bout du compte, vous avez besoin d'un plateau. Vous voulez une scène. Vous voulez détruire les formes préexistantes, mais vous voulez un public qui ait une superbe vue. Vous voulez détruire les formes préexistantes, mais vous voulez par exemple des LED rouges qui puissent être déplacés électroniquement. Donc, ce n'est pas simple. Si vous voulez détruire les règles, battre en brèche ces règles, il faut retravailler sur vos attentes. C'est ça qu'on appelle une révolution. Non, 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 je ne dirais pas ça. Non, il y a un écart entre ce qu'on étudie à l'école et ce qui se passe le 1er juillet, entre le 30 juillet et entre le 30 juin et le 1er juillet, entre le temps scolaire et les vacances. Mais c'est aussi, on parlait de l'apprentissage de l'incertitude. Je crois qu'on ne nous apprend pas, en fait, à gérer l'incertitude.
Delphine, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Ben, je dis, prends l'argent et tire-toi, hein, fuis avec. Non, je disais ça de manière tout à fait bienveillante. Moi, tout ce que je fais est une forme de recherche. Si les gens ne sont pas habitués à voir ce qu'est la recherche, eh bien, apprenons ensemble ou désapprenons ensemble. Je peux voir des choses qui sont inachevées, mais c'est difficile. Dans certains projets, on est tout le temps en train de remettre en cause les attentes des artistes, des salles, du public, les possibilités, les impossibilités. C'est beaucoup de facteurs. Même chose dans notre travail avec les scolaires. Et pour ce qui est de l'incertitude, je suis désolée, mais nous sommes dans un monde impermanent. Donc, l'incertitude fait partie de notre vie. On sait que l'argent va manquer. En ce moment, en France, nous allons vers une crise. Donc, comment faire cela, faire de cela un instrument pour plus de créativité et de solidarité, et pour être ambitieux, pour être audacieux et essayer des choses que nous n'avons jamais essayées. Mais je ne pense pas que nous devrions seulement faire cela. Je pense qu'on devrait... Je pense qu'on ne devrait pas se complaire dans le syndrome de l'artiste pauvre, mais demander des financements et bien communiquer avec ceux qui travaillent avec nous, c'est-à-dire les salles, tous les collaborateurs, comment travailler ensemble pour être créatifs ensemble, avec les producteurs, les artistes, les structures qui peuvent nous soutenir, nous les artistes. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Antonia, parce que sinon, je voulais vous montrer une vidéo. Je pense que c'est une illustration de ce que nous sommes en train de dire. C'est un film d'un chorégraphe français, ça s'appelle 48e parallèle, Sylvain Prunellec. Il explore en fait le 48e parallèle et le film en fait consiste en sa déambulation et il se perd dans l'espace. C'est un film de Sophie Lally et Ryan Kernett pour le son. C'est un film de danse, je pense. Je ne sais pas ce que c'est véritablement. Il ne s'agit que de voir cet homme qui marche dans ce vaste espace, explorant par la marche cet espace. Et pour moi, c'est une métaphore aussi de ce fait de se perdre dans cet espace. Et ensuite, il y a la version sur scène où en fait, il retranscrit ce dont il a fait l'expérience dans cet espace. Alors, je ne vais pas le montrer dans son intégralité, mais c'est très beau. Il y a une installation avec 4 écrans, avec différentes images qui sont projetées. Je pense qu'il a vraiment pris le temps parce que il a passé 3 à 4 mois à explorer cet espace et il est revenu en se disant « je dois retranscrire ça sur scène ». Et quand on a vu les images du film et quand on a vu sur scène, c'est assez différent. Et je pense que le processus de se perdre dans l'espace pendant 3 mois est peut-être beaucoup plus intéressant que ce qui est montré sur scène d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous avez des réflexions ou peut-être que ça soulève la question de comment peut-on partager des processus qui se déroulent sur un temps long. Vous avez parlé des résultats attendus, de la documentation de cette expérience. On sait aussi que le marché, l'économie, mais
il y a un résultat, même si ce n'est pas censé être un résultat. L'artiste a en fait créé un prototype en quelque sorte de 20 minutes. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on choisit de ne pas montrer aussi, qu'est-ce qu'on rend visible. Et aussi, en ayant à l'esprit la réalité du marché, les règles qui s'y appliquent. Vous avez parlé du fait qu'il faut pouvoir vivre aussi de notre pratique artistique. Peut-être qu'on peut ouvrir aussi cette discussion à l'auditoire. Je ne sais pas qui veut commencer sur ce thème. Delphine nous a apporté un très beau texte sur les publics. I will let you perhaps introduce the content. Je vais vous demander de resituer ce texte avant de le lire. Alors, en guise d'explication, je suis allée voir une performance à Avignon et j'étais assise à côté de Chloé Mongelia et Maëlle Poésie. Et j'étais assise à côté d'un homme. Nous avons vu ce spectacle ensemble. On a commencé à discuter. Je ne sais pas pourquoi, à côté de cet homme. Il était plutôt sympa. Et il m'a dit, j'ai vu toutes les performances qui se sont déroulées à Avignon depuis 15 ans. Et je lui ai dit, quoi? Et c'est juste quelqu'un qui n'est pas un artiste, il ne fait pas partie du milieu. C'était un proviseur d'un lycée en Bretagne. Il s'appelle Daniel Le Gohan et il a été contacté par Jérôme Bel pour écrire cette expérience en tant que spectateur et de partager cela dans la cour d'honneur d'Avignon. Donc c'était vraiment quelque chose d'unique dans la façon... Il a même acheté une maison près d'Avignon pour pouvoir voir tous ces spectacles, toutes ces pièces. Et pourquoi je trouve ceci si intéressant? Eh bien, c'est un texte de 13 pages. Je ne vais pas vous lire les 13 pages, je vais me contenter d'un extrait. Mais pour vous resituer le contexte... Nous sommes tous préoccupés par quelles sont les personnes avec qui nous partageons nos œuvres pour des raisons artistiques, pour les liens humains que nous en tirons, des raisons financières aussi, et on se demande qui va regarder ce que nous faisons. Et il me semblait que c'était très intéressant, et aussi en tant que pédagogue, souvent je partage ce texte avec différentes compagnies d'artistes, parce que souvent on oublie qu'en tant que public, on regarde tout. Et lorsque l'on se met à la place de quelqu'un qui regarde un spectacle, tout fait sens quelque part. Et parfois, on recherche un moment d'écriture et peut-être que le public a écrit quelque chose d'autre dans leur esprit. Donc il y a une différence entre cette conscience de ce que les gens voient, ce qu'ils interprètent, ce qu'ils en tirent. Et je trouve cette association très intéressante. Donc je vais vous lire un extrait d'une pièce qu'il a vue. Elle en a vu beaucoup. Si vous êtes intéressé, je peux partager ce texte avec vous par la suite. Permettez-moi de le retrouver, cet extrait. I will read it both in French and English. Je vais le lire dans les deux langues, en anglais et en français. Et je vais le faire au fil de l'eau, cette traduction, si vous me permettez. Bon, il faut que je retrouve le texte d'abord. Désolée pour le public. There was a show by Jérôme Bel that played in... Il y a un spectacle de Jérôme Bel qui s'appelait Cour d'honneur, qui a été joué à Avignon. Et de nombreuses personnes venaient sur scène, des membres du public, et parlaient de leur expérience en tant que spectateurs. Et certains étaient traumatisés, certains étaient bouleversés. D'autres, c'était la première fois qu'ils allaient voir une pièce, un spectacle. Et comme toujours avec Jérôme Bel, la dramaturgie est très précise, tous les mots sont scriptés. Mais c'était intéressant de donner la parole aux membres du public.
Alors cette expérience que je vais vous partager, c'est la pièce Child de Boris Chermatz. S'ouvre à la nuit tombée sur la cour d'honneur en 2011, when the show Child by Boris Chermatz opens, when the night is falling in the cour d'honneur in 2011, adult bodies are laying on the floor. Des corps adultes jonchent le sol. Sont-ils endormis? Are they asleep? Sont-ils morts? Are they dead? Of course they're dead. Bien sûr qu'ils sont morts. Des corps endormis se réveillent et ceux-là sont inertes et ont besoin d'être réanimés. Some sleeping bodies are waking up and these ones are laying with lifeless and need to be animated. Il y a donc, semble-t-il, pas de vie sur la scène. So it seems there is no life on stage. Yes, there is. La grue se met en branle. How do you say la grue in English? The crane, thank you so much. The crane starts to move. The crane moves its head. La grue se lève la tête, se tourne à gauche et à droite. It turns right, it turns left. It looks at us almost. Elle nous regarde presque. It is the only alive being on stage at the beginning. Is the world exterminated? C'est le seul être vivant de la scène au départ. Le monde s'est-il exterminé? Is the world dehumanized so that only a machine can appear as alive? Est-ce que le monde s'est déshumanisé pour que seule une machine puisse apparaître comme vivante? Avons-nous laissé les humains s'exterminer? Have we let humans be exterminated? Est-ce alors à nos enfants que nous demandons de nous sauver? Is it for our children then to save us? Et tout ça part du fait que le titre véhicule déjà énormément de sens. Donc le spectateur rentre et dit « enfant ». The audience members enters with the word child in his mind, and then he sees only adult bodies. That's it. I just wanted to share that. So, because we have a machine of narratives, we keep narrating things for ourselves. So sometimes very little happening on stage is a lot for an audience member. I don't know, on this idea of audience. Alors sur cette idée du public, est-ce que vous voulez partager vos expériences? C'est aussi le travail d'un artiste d'engager un dialogue avec le public. Et il s'agit d'un dialogue avec le public. Ce dialogue est permanent quand on crée. Et comment rencontrer ce public, aller à la rencontre de ce public, dans quelles conditions peut-être vous pouvez développer. Donc cette question du public, quel dialogue souhaitez-vous engager, comment vous voulez travailler avec le public, et aussi comment adapter le processus d'écriture ou comment partager vos œuvres avec le public. Alors pour moi, le public, c'est ce qui compte le plus. Même si j'ai décidé de faire quelque chose de très extrême, c'est à moi de trouver une manière de communiquer avec le public. Je ne demande pas au public d'être plus intelligent. Parce que moi, je suis un artiste, ce n'est pas l'idée. C'est à moi, en tant qu'artisan, artiste et artisan, de trouver les moyens, les astuces, de transformer mon esprit compliqué en quelque chose qui est accessible, quelque chose qui soit accessible au public. Ou alors, je préfère ne pas partager ce que je fais si ce n'est pas le cas. C'est à moi de trouver la clé de lecture, de proposer cette clé de lecture au public.
Et bien entendu, cela dépend de la performance. Parfois, vous réalisez votre performance dans un festival de rue. L'accès est gratuit, le public est divers et le langage peut varier en fonction du travail qui est proposé. Et parfois, on arrive à communiquer avec le public, parfois une toute petite partie du public, et certaines œuvres sont moins accessibles à certains publics. On n'arrive pas forcément à toucher tout le monde, mais personnellement, si j'arrive à toucher ma mère, je pense que j'arrive à toucher un public très large. Ce que je veux dire, si ma mère aime ce que je fais, ça va. C'est mon point de référence, ma mère. Et même si c'est quelque chose d'un peu dur, un peu hardcore, ou d'extrême, quelque chose d'extrême que je viendrais proposer. Mais ce que tu dis, Antonio, dans ce projet hand-to-hand que tu as fait en Croatie, tu as dit que le public n'était pas forcément un public de cirque. Et l'idée, c'est aussi de les inclure, d'inclure ces autres publics. Il y a beaucoup de raisons sociales qui sous-tendent ce projet, mais c'est peut-être aussi la responsabilité des programmateurs, des artistes, comme Claudio Laudi, de trouver les clés de lecture pour que l'art contemporain ne soit pas perçu comme quelque chose de très inaccessible et d'éthéré que l'on ne pourrait pas comprendre, qui soit trop expérimental. Oui, c'est une question difficile. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée entre les artistes qui doivent se poser la question de savoir à qui ils s'adressent, pour qui ils écrivent. Récemment, j'ai engagé une discussion avec des étudiants et parfois ils me disent « Ah bah, mon spectacle, c'est pour tout le monde ». Et ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question à qui s'adressent des performances de cirque. Et je pense qu'avant de réfléchir sur à qui on s'adresse, il y a le travail de création, le processus de création. Il y a aussi une responsabilité qui repose sur les programmateurs, les organisateurs de festivals. Ce festival, il est pour qui? C'est pour eux, pour elles, ça c'est sympa, mais c'est aussi pour un public donné. Et ensuite de trouver quels sont leurs publics. Par exemple, pour la prochaine édition d'un festival que nous faisons, on a encore modifié nos modes de fonctionnement et je sais que pour mes collègues, c'est toujours compliqué de voir que le festival a encore changé de calendrier. Et pour moi, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de trouver mon public. Et pour cette édition qui va se dérouler en avril, puisqu'il n'y a pas d'espace disponible dans la ville. Bon, ça c'est une autre histoire. Ce que l'on fait, c'est de se déplacer et de sortir du centre-ville. Et ce serait très pratique d'être au centre de la ville. Le paysage urbain est très agréable. Mais l'idée, c'est de s'adresser à un public large et d'être sûr que des gens viennent voir notre spectacle. Donc il y a cette responsabilité d'aller chercher des publics. Aussi, il y a un travail de co-écriture, d'écrire des prototypes qui correspondent à nos propositions. Et parfois, les festivals sont imaginés sans vraiment réfléchir à la question du public. Et en Croatie, la question des résidences dans cette petite ville de Stan, ça m'a rappelé que souvent, le public qui vient, ce n'est pas notre public habituel. Il y a seulement 2%
de personnes qui viennent voir ces spectacles, qui sont habitués au monde du cirque. Donc c'est important de réfléchir sur qui sont ces publics, de faire venir le public et quelque part, on ne réfléchit pas suffisamment à ces questions et je pense que dans le travail d'écriture au sein de Creative Europe, on devrait repenser tout ceci. Le cirque, c'est déjà la périphérie des arts vivants et voilà, trouver un lien avec les différents publics. Oui, c'est important aussi de parler de centre, de périphérie, comment on regarde une œuvre spécifique. C'est quelque chose qu'on va aborder cet après-midi, je pense aussi. Et l'heure tourne, comme d'habitude. Et peut-être que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces sujets que nous avons abordés. On a parlé d'apprendre, de désapprendre, de la question de la pédagogie, de la formation, parce que les écoles créent des normes, des standards, et après avoir acquis toutes ces choses, c'est difficile de désapprendre. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'on peut proposer une petite séance de questions-réponses avec le public. Ou peut-être vous avez déjà trop faim pour poser des questions. It's never an obligation. Hein? Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Je pense que vous étiez très clair dans vos prises de parole, donc personne n'a de questions à vous poser. Alors, Yako. Ok. Est-ce que vous pensez, encore une fois, c'est une question en tant qu'artiste, ce n'est pas une question générale. Pensez-vous que c'est un prérequis de connaître l'histoire d'une forme artistique pour être à même de créer quelque chose de nouveau? Alors vous avez 2 heures pour répondre à cette question. Alors pour être sincère, je dirais non. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de prérequis à la création, mais le créateur est accompagné dans son travail. Et ce qui est intéressant, il y a la connaissance de l'histoire de l'art, mais il y a aussi le fait de connaître toutes formes d'art, de vivre et aussi de ne pas savoir ce que l'on va faire dans un futur immédiat. Parfois, la connaissance est un poids, c'est une charge. Alors, je peux partager ce que l'on fait dans notre collectif parce qu'il y a Yako qui ne vient jamais dans ce collectif. Je pense que de nombreuses personnes ne savent pas qu'il fait partie de ce collectif et c'est une question qu'on aborde souvent parce qu'il ne veut rien voir. Et quand je lui pose la question, j'avais cette idée romantique qu'on partageait ces questions entre nous deux et il ne veut jamais se déplacer. Et quand je lui demande « Pourquoi tu ne veux pas te déplacer et voir d'autres personnes ?», il me dit « Je suis un artiste, j'aimerais créer des performances sans être pollué par les grandes idées d'autres créateurs ou créatrices. » Et je pense que c'est une idée intéressante. Et lorsqu'il démarre le processus de création, il me dit
s'il propose quelque chose qui a déjà été fait ou qui ressemble à quelque chose qui a déjà été fait, je lui donne un retour par rapport à ça. Mais je suis quelque part d'accord avec Delphine. Parfois, c'est un poids de trop savoir de choses. En revanche, je pense qu'il faut connaître beaucoup de choses, d'en savoir trop pour être un artiste aujourd'hui. Et lorsque je parle à des artistes émergents, j'essaye de les pousser dans cette voie. N'allez pas uniquement voir des performances de cirque, allez voir tous les arts graphiques, des performances qui durent 3 heures, très expérimentales, et vraiment se nourrir de toutes ces œuvres dans lesquelles il faut puiser. Mais en fin de compte, je ne sais pas vraiment quelle est la bonne réponse à cette question. Claudio, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est formidable. On a parlé de Boris Charmat, on en parle souvent dans un de ses livres qui s'appelle « Je suis une école ». Il parle de la formation des danseurs et ce n'est pas simplement apprendre à danser et pratiquer la danse, mais aussi aller dans les musées. Donc c'est important de faire bouger les lignes et d'aller au-delà de ces modes de connaissances classiques ou attendus, et d'apprendre d'autres disciplines, c'est important. Et aussi rapidement à ce sujet, le titre au départ, il s'agissait de la construction de l'identité artistique et le développement de nouvelles écritures. Et si on considère que c'est un prérequis, c'est aussi comment se construire en tant qu'être humain, vous en tant qu'être humain. Et à mesure que je vieillis, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, ce qui m'intéresse, c'est comment vivent les autres, comment nous interagissons, et ce qui serait excitant de partager ensemble, parce que j'aime les gens. Et même si je n'aimais pas les gens, la question c'est qui je suis en tant que personne. C'est quelque chose de mystérieux, on n'en connaît pas bien les contours, mais je pense qu'on peut puiser dans toutes ces choses et dans les autres. Eh bien, merci beaucoup en tant qu'enseignante, en tant que prof d'art. Je demande souvent à mes étudiants quelles sont vos références, comment se situer dans l'histoire de l'art. Je vois que c'est important de le faire, ou pas. Je pense que ce qui est bien, c'est d'apporter une réponse critique aux institutions et aux autres. C'est ce qu'on essaye de construire lorsqu'on parle de désapprendre. Peut-être un mot de conclusion de l'un d'entre vous? Claudio, tu as le microphone. C'est à toi de conclure. Je pense que le déjeuner est prêt. Merci à tous et toutes pour ces discussions très fructueuses.